Bienvenue dans Info Hebdo, l'info du Nord sélectionnée, recherchée, sourcée par nos journalistes de Médias Ténois. Chaque semaine, ils vous expliquent les sujets qui ont fait l'actualité. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée de 3 journalistes de Médias Ténois, Denis Laure, Nelly Guy d'ici et Cristiano Pereira. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Allô. Cette semaine, l'actualité a été marquée par les incendies et les évacuations de 2 communautés, Wati et Fort Providence. Les évacués ont eu la possibilité d'être hébergés à Betchoko, Hay River ou encore Yellowknife. Cristiano, tu as fait la rencontre de l'un d'entre eux, Albert Nitsitsa. Évacué de Wati, il est actuellement installé dans un hôtel de la capitale. Est-ce que tu peux nous raconter comment, de son point de vue, l'évacuation et celle de la communauté, de sa communauté, s'est déroulée ? Oui, tout à fait. Donc, j'ai parlé avec Albert Nitsitsa. C'est un monsieur de 65 ans. Il vit à Wati depuis toujours. Et il m'a raconté que début août, déjà, il voyait de la fumée un peu partout et que c'était approché de plus en plus de la communauté. C'était vers le milieu de la dernière semaine d'août, du mois dernier, d'août, que tout a basculé en fait, qu'il m'a raconté que la fumée devenait si épaisse qu'il ne pouvait même pas voir à 500 mètres de chez lui. Et le vendredi, le dernier vendredi, le 29, il a entendu frapper à sa porte quelqu'un, il a ouvert la porte et ils ont dit « Albert, vous devez partir ». Donc, ce matin-là, toute la communauté, c'est une communauté de 600 personnes, a dû réagir dans l'urgence. Ils ont été rassemblés au centre culturel. Il avait aussi un véhicule du hameau qui circulait dans les rues avec un haut-parleur sur le toit, dire à tout le monde qu'il fallait partir. Et voilà, et il a pris le temps d'aider quelques aînés avec sa voiture et en gros il est venu ici pour Yellowknife avec une aide de $50 pour l'essence. Il m'a raconté qu'il a choisi de ne pas rester au multiplex pour questions liées à sa santé, donc il est ici dans un petit hôtel du centre de Yellowknife. En gros, c'est ça. Il me raconte aussi que, à son avis, il n'y a pas beaucoup d'informations. On n'a pas assez de nouvelles et que les gens s'inquiètent, c'est ça qu'il m'a dit. Donc, il aimerait avoir un peu plus d'organisation. Ce que pour nous les journalistes c'est un peu difficile d'avoir accès à ce genre de témoignages parce que le gouvernement Clicquot encadre strictement l'accès au centre d'accueil pour protéger la vie privée des évacués. Donc les médias n'ont pas le droit d'entrer dans les installations ni de faire des interviews à la porte. Tu vois, donc le monsieur a quand même accepté de témoigner à Médias Ténois en dehors de ce cadre, parce que voilà, il fallait l'entendre bien sûr. Oui, c'était un témoignage hyper important et assez touchant. Aujourd'hui, plus généralement, dans quelles conditions les évacués de Wati vivent-ils à Yellowknife et à Betchoko ? Donc, il raconte qu'ils ont des bons repas, des repas 3 fois par jour. Même s'il dort dans l'hôtel, il dit qu'il va toujours manger avec eux. Oui, il peut y aller. Oui, avec eux. Mais que... Donc, je pense que les conditions ne sont pas mauvaises. Ce qui existe, ce qu'il m'a parlé, c'est que... il y a un sentiment de peur et d'incertitude. Donc, il y a encore la peur parce que pendant des semaines, les habitants ont vu le feu s'approcher de chez eux. Maintenant qu'ils sont partis, ils ne savent pas trop qu'est-ce qui se passe dans leur communauté, même si ils savent encore que les femmes n'ont pas arrivé à leur maison. Mais la grande incertitude, c'est on va rester ici jusqu'à quand ? Ouais, combien de jours ? Combien de temps ? Qu'est-ce que ça va arriver avec mon salaire, mon travail ? Est-ce que le gouvernement va nous aider ou non ?
il était un peu incertain sur ça. Et il me semble que j'ai cru voir que les enfants étaient scolarisés à Yellowknife, parce que c'est sûr qu'il y a les enfants, il y a école, quoi, ça a repris. Donc il me semble qu'ils vont pouvoir. Oui, tout à fait. Et alors, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans son témoignage ? C'est cette combinaison de trois sentiments, tu vois, la peur, l'incertitude, mais en même temps aussi la solidarité. Des bénévoles ont commencé à organiser l'évacuation, oui, et maintenant ils sont ici à Yellowknife, l'armée du salut est là avec à distribuer des repas, des trousses d'hygiène. Et donc, je pense que ça, c'est assez important pour les personnes qui sont ici à vivre avec toute cette incertitude. Alors, donc, on va faire un point un peu plus général peut-être de la situation avec toi, Denis. Côté évacuation, on est maintenant au mois de septembre et on ne s'attendait pas forcément à vivre des incendies et des évacuations aussi tardivement. Qu'est-ce que c'est un peu... Tu peux nous en parler, Denis ? En fait, j'aurais posé la question à Cristiano, voir si c'est pas un peu tardif comme ensemble d'éclosions de feu, parce que j'ai constaté qu'il y a une trentaine de feux actuellement en cours au territoire du Nord-Ouest. Cristiano, toi, tu es là depuis quelques années. Est-ce que c'est commun à ce temps-ci de l'année? Si on compare avec 2023, pardon, je trouve que les évacuations maintenant sont arrivées un peu plus tard, non? Et on a passé peut-être la moitié de l'été à penser que tout était pas trop mal, ouais, au niveau de feu et de fumée. Et maintenant, il y a une sensation d'inquiétude qui n'arrête pas de grandir, en fait. Et des certitudes, comment ça va être? Est-ce que il y a encore des communautés qui vont être encore évacuées, à part Wati et Fort Providence? Est-ce qu'on aura encore plus de fumée qui va arriver vers nous? Est-ce qu'il y a des maisons qui vont brûler? Mais oui, en même temps, je sens aussi qu'il y a presque une envie que l'hiver arrive vite, que ça commence la pluie et que ça commence la neige pour que tout ça se calme un peu. C'est ça, on est prisonnier des conditions du vent, de la chaleur et tout ça. Pour l'instant, en attente d'éventuelles d'autres évacuations, c'est comme Wati, Fort-Providence, c'est 1200 personnes à peu près en tout qui ont été évacuées. Puis jusqu'à nouvel ordre, on ne sait pas quand ces personnes-là vont pouvoir revenir chez elles. À Fort-Providence, le feu est rendu à 102 270 hectares, c'est énorme. Le feu est toujours hors de contrôle. D'après ce que j'ai vu, les équipes en œuvre, les gens à l'œuvre, ça l'a augmenté, sont rendus à 6 hélicoptères autour de ce feu-là. Il y a 7 équipes, il y a beaucoup de machinerie au sol. À Wati, le feu rendu à 27 000 hectares, il n'a pas l'air d'avoir avancé vers la communauté, par contre. Il est toujours à 7 km de l'aéroport, à 8 de la communauté. Mais encore là, on n'a donné aucun signal que les gens pouvaient retourner chez eux. La route 9 pour Wati est fermée, la route d'accès pour Providence aussi. Ce qui est étrange, c'est que la GRC a indiqué qu'il y avait des gens qui avaient resté chez eux puis qui communiquaient avec la GRC. Elle ne semble pas vouloir les obliger à partir, mais ces gens-là sont restés dans une situation un petit peu difficile, donc un peu audacieuse, on pourrait dire, là. La GRC patrouille la communauté de Fort-Providence pour protéger les propriétés contre le vandalisme. Au moment où j'ai écrit mon article hier, il n'y avait pas eu d'incident à signaler de ce côté-là, là. Et est-ce qu'il y a encore d'autres feux dont il faudrait se préoccuper? Oui, absolument. Écoute, j'ai regardé tout à l'heure, il y en a une trentaine de feux en vrac au territoire du Nord-Ouest. Celui dont on entend parler qui est le plus proche d'une communauté, c'est celui qui est à 15 km de Jean-Marie River. Il n'est pas tellement loin de Fort Simpson non plus. Le feu est rendu à 20 000 hectares
de brûler. L'avis d'évacuation est là depuis le 31 août, mais ça n'a pas l'air d'avoir bougé ni dans un sens, ni dans l'autre, pardon. Il y a aussi un autre feu à 27 km d'Edzo. J'ai pas d'indication sur la gravité du feu. On dit que la communauté est pas à risque pour l'instant. Autre feu très énorme, pas très loin des infrastructures de Nechalacho. Il est comme au nord du Grand Lac des Esclaves, si tu veux, dans la pointe qui descend vers le lac, à peu près à mi-chemin entre Yellowknife et Lutselk'e, un feu de 14 403 hectares. Alors, c'est assez gros. Évidemment, la plupart des gens qui étaient à Fort Providence ont été hébergés à Hay River. Donc, c'est à peu près une population de 600 quelques habitants qui ont été à Hay River, qui est 4000, donc ça fait un gros pourcentage de la population, même si on sait qu'il y a des gens de Fort Providence qui sont aussi à Betchoko, pas à Betchoko, mais à Yellowknife. Certains sont dans la Katloditchi. Donc, la communauté de Hay River est à son tour à héberger des gens de Fort Providence, eux qui ont été évacués il y a 2 ans. On me dit que ça se passait bien. J'ai parlé au directeur général de la ville, Glenn Smith. Il me dit que ça se passe très bien. Le gros point, c'est de fournir la nourriture à tout le monde. Il y a 600 personnes qui se sont inscrites, mais ils sont pas toutes là. Il y en a qui sont partis, mais ils fournissent à peu près 350 repas quotidiens. Encore là, comme Cristiano le souligne dans son article, la solidarité est à l'honneur. Les gens vont porter du banik, du pain, des beignes, différentes choses aux gens. C'est plus dur de les occuper à ce temps-ci de l'année que pendant l'été où il n'y a pas de classe, l'école est recommencée. Donc, il faut partager les infrastructures. Il y a un gros travail qui est fait. Ils ont même fait un chenil pour les animaux. Faut s'occuper de la santé, tout ça. On peut se douter que c'est une grosse mobilisation de la communauté et des gouvernements. On vous tient régulièrement au courant sur la situation, donc n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, media.tenois.ca. Alors, petit détour, je reviens très rapidement vers toi, Cristiano. Tu t'es également penché cette semaine sur la question de ces 14 millions de dollars alloués par le gouvernement aux écoles des TNO. Est-ce que tu peux nous faire un rapide topo sur la situation et surtout, est-ce que les postes qui relèvent du principe de Jordan ont été sauvés pour cette année scolaire? Oui, tout à fait. Donc, en tout cas, c'est ça l'objectif du gouvernement du territoire nord-ouest. La ministre d'éducation Cleveland elle a annoncé ça à la fin de la semaine dernière, 14 millions de dollars pour aider à débloquer toute cette situation. Il faut comprendre que voilà, ce programme qui a été eu un changement qui a eu une coupe de financement fédéral. C'était un programme qui permettait aux écoles, surtout pour les élèves autochtones, de financer des postes d'assistants de soutien. Et donc, c'était cette personne, on parle autour de 200 quelque chose postes de travail qui maintenant, avec cette avance de 14 millions de GTNO, vont pouvoir maintenir son travail. La ministre dit que ça, c'est quand même une solution temporaire. Encore à attendre une réponse de Ottawa. Donc, si le gouvernement fédéral ne trouve pas une solution d'ici, dans les prochaines années scolaires, d'ici un an, le problème va se poser encore une autre fois. Donc, c'est pas encore réglé, cette situation? Non, c'est réglé pour cette prochaine année. Ouais, temporairement. Voilà. Donc, même dans notre école à l'Insaint-Cyr, ici à Yellowknife, on sent un soulagement parce qu'en juin dernier, 3 postes de soutien n'avaient pas été renouvelés, justement à cause des incertitudes autour de cette directive de Jordan.
Et le nouveau directeur général de la commission scolaire, François Rouleau, il m'a confirmé que cette nouvelle enveloppe change complètement la situation. Et il a expliqué que grâce à ces 14 millions annoncés, ils peuvent maintenant confirmer le maintien de ce poste pour toute l'année scolaire 2025-2026. Voilà. Ouais, bon, c'est un soulagement alors qu'il vient juste d'arriver en poste. C'est sa première année. Maintenant, on change de sujet et on s'éloigne de notre territoire avec toi, Nelly, qui chaque semaine tu écris sur des sujets panterritoriaux entre les TNO, le Nunavut et le Yukon. Tu as publié cette semaine un article qui fait partie d'une série de 3 papiers sur la chasse au trophée de grizzly. Et ton premier papier se concentre sur la situation au Yukon. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ça et quels sont les... Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, alors, au Yukon, la chasse au trophée de grizzly est un sujet un peu polémique. Il faut savoir qu'il y a un organisme qui cherche à protéger le grizzly qui s'appelle Grizzly Bear Protection Yukon, qui a envoyé une lettre à l'éditeur dans le journal local anglophone, le Yukon News. Et dans cette lettre, ils mettent de l'avant leur point de vue, c'est-à-dire qu'ils cherchent une interdiction de la chasse au trophée de grizzly au printemps. Parce que dans le territoire du Yukon, cette chasse, elle peut se faire de mi-avril jusqu'à fin juin. Et les raisons qu'ils invoquent il y en a plusieurs en fait. La première, elle est éthique et ils estiment que la chasse au trophée est complètement dépassée en 2025. Avec le réchauffement climatique aussi, ils ont des inquiétudes parce que je le rappelle, mais l'Arctique canadien se réchauffe 4 fois plus vite que le reste du Canada et du coup, ces nouvelles conditions climatiques combinées selon eux à une perte de l'habitat et à une pression humaine plus forte parce que le territoire du Yukon a eu une augmentation de sa population, une augmentation très importante ces dernières années. Donc tous ces éléments climatiques et pression humaine font que ils sont inquiets pour la situation des grizzlies et ils se demandent s'ils ne sont pas à risque. Mais surtout, la raison la plus importante selon eux est l'absence totale de données récentes sur le nombre d'individus dans le territoire. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de données mises à jour sur le nombre d'individus, ça leur pose un problème parce que ne sachant pas si le nombre varie ou diminue ou augmente, on ne peut pas vraiment savoir quelle est la situation des grizzlies. Et ça, c'est un gros problème selon eux. Et alors, qu'est-ce que le gouvernement répond face à cette critique là, d'absence de données? Le gouvernement le reconnaît, en fait, qu'il n'y a pas de données. Donc, les chiffres qu'ils avancent, c'est une estimation entre 6 000 et 7 000 individus. Mais cette estimation est datée des années 80. Ils le reconnaissent ouvertement dans leur plan de protection, de management et de surveillance du grizzly. Ce sont 2 documents qui ont été publiés en 2019 et en 2022. Et ils le reconnaissent, que c'est pas forcément mis à jour. Peut-être que les chiffres ne sont pas justes, mais ils avancent plusieurs raisons au fait que les données ne sont pas à jour concernant le nombre d'individus et de grizzlies. La première, c'est le fait que recenser cette population, c'est difficile. Les grizzlies se cachent, en tout cas plus que d'autres espèces comme la chèvre des montagnes ou d'autres espèces qui sont plus faciles à recenser. Le grizzly est plutôt insaisissable ou en tout cas il se cache plus facilement. Donc le recenser, compter les individus est beaucoup plus difficile. Et puis c'est surtout une raison financière qui est invoquée. Ça coûte tout simplement de l'argent. Et on ne sait pas si le gouvernement est prêt à investir dans les moyens financiers nécessaires pour faire ces recensements. En tout cas, il n'a pas exprimé sa volonté de le faire dans les prochaines années. Mmh. Alors, il me semble que tu n'as pas réussi à parler avec des pourvoyeurs, mais tu as trouvé des éléments qui étayent leur point de vue. Oui, parce que la lettre envoyée à l'éditeur de ce journal local par l'association de protection a engendré une réponse d'une dame qui s'appelle Heather Dwelling et qui est copropriétaire d'une compagnie de pourvoyeurs dans le territoire du Yukon. Et puis j'ai aussi trouvé des informations sur le site de l'association des pourvoyeurs du Yukon. Donc pour les pourvoyeurs, en gros, les grizzlies ne sont pas à risque. Les grizzlies se portent bien.
Je ne sais pas quelles sont leurs données pour affirmer ça, mais pour eux, il n'y a pas de risque pour cette population et surtout la chasse aux trophées et leur activité de pourvoyeurs, ils la voient comme une façon de gérer les populations de grizzlies parce que pour eux, les grizzlies attaquent les jeunes caribous et orignaux. Donc, ils posent aussi un risque sur la chaîne alimentaire. On sait que les caribous sont une espèce vulnérable face au réchauffement climatique. Donc, eux, ils avancent euh, l'argument que, en fait, la chasse au trophée permet de gérer ces populations et d'éviter que les grizzlies ne tuent trop de faons et de jeunes orignaux d'orignaux ou de caribous malades. Donc, c'est vraiment finalement deux visions qui s'opposent qui n'ont pas forcément trouvé une façon de discuter autre que par des lettres envoyées à l'éditeur pour le moment, parce que j'ai rencontré, dans le cadre de cet article, une membre du conseil d'administration de l'organisme Grizzly Bear Protection Yukon qui m'a indiqué que pour le moment, ils ne veulent pas les rencontrer, l'association des pourvoyeurs. Alors que cette association de protection du Yukon est prête à faire des consensus et à trouver un terrain d'entente. La discussion reste par journal interposé, par lettre à l'éditeur interposé. C'est deux visions opposées. Dans ce cas de figure, la conservation du grizzly face à la gestion du grizzly. Oui, c'est deux visions différentes. Ça paraît un peu difficile de voir si un terrain d'entente pourrait être un jour trouvé. Il faut garder espoir, peut-être qu'à force d'échanger, à un moment donné, ils seront ouverts à une discussion en personne. Tout à fait. Alors la deuxième partie de cette série d'articles consacrés à la chasse aux trophées de grizzly sera cette fois-ci centrée sur les territoires du Nord-Ouest et elle sera disponible le 12 septembre sur notre site. Merci à tous les trois et à très vite pour de nouvelles informations. Vous pouvez retrouver les articles au complet et bien d'autres en accès libre directement sur notre site internet à l'adresse mediatenois.ca. Le fil d'actualité est mis à jour quotidiennement. Pour ne rien louper, n'hésitez surtout pas à vous inscrire également sur notre site à notre infolette pour recevoir votre journal chaque vendredi dans votre boîte courriel. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, cherchez Fil Info Ténois et sur X, Blue Sky et YouTube, cherchez Mediatenois.